Le... Pardon? Un autre game. Oui, ben bon, attention, Lois Lane, donc, tout ça fait que, quand même que ça fait un lot de vexation qui est quand même grandissant avec Marvel. Et au même moment, DC Comics, qui est le concurrent principal de Marvel, et pour schématiser, Marvel c'est Spider-Man, les Avengers, les X-Men, DC Comics c'est Superman, Batman, Wonder Woman. Donc dans les années 80, DC Comics veut reprendre un peu la main sur Marvel et veut relancer ses personnages. Donc on demande à Byrne de changer de crèmerie, il ne demande pas mieux, et de venir en plus reprendre en main un personnage pas du tout connu. Ce ne vous évoque absolument rien, bien entendu. Et donc de réinventer purement et simplement Superman dans une série qui s'appelle d'abord Man of Steel et qui est vraiment une reprise dès le départ des origines de Superman. Que fait John Byrne? Eh bien, il décide de réduire les pouvoirs du personnage, de lui donner beaucoup moins d'aptitude. Alors ça, Superman avant, c'était un type qui pouvait bouger les planètes. En volant, il arrivait à toucher le sol d'une planète, il a changé de système solaire. C'est pratique pour les déménagements, mais bon, en termes de crédibilité, c'est un peu compliqué. Byrne, lui, il arrive et il décide justement d'aller dans le sens de la crédibilité. C'est-à-dire qu'en imaginant qu'un type soit assez fort pour bouger une planète, et qu'il soit fort, assez puissant pour voler comme un missile, s'il essayait de bouger une planète en la touchant, il passera à travers. C'est pas possible. La planète se désagrégerait. Donc il part dans un truc comme ça, une tentative d'expliquer ce qui ne peut pas s'expliquer. On est quand même dans un contexte de SF et mythologie, c'est pas du tout. Voilà. Lui, il parle là-dedans. Il parle du principe que on va expliquer que Superman n'est pas seulement fort, mais qu'il a ce qu'on appelle une télékinésie tactile. C'est que ce qui soulève reste intègre parce que par le contact, en fait, il génère une sorte d'objet fusionné. On va lancer beaucoup de choses comme ça. On va expliquer comment on fait Superman pour se raser. Avant, on n'y avait pas pensé. Comment un être indestructible, qui a donc des cheveux et des poils indestructibles, fait-il pour se raser? Alors, il y a une scène dans les Superman de Byrne qui explique que, heureusement, il a gardé des bouts du vaisseau spatial qu'il a amené sur Terre, y compris la vitre. Et avec la vitre, avec sa vision chaude, alors Superman a une espèce de rayon laser qui sort des yeux, avec une partie qui fait un peu miroir, il arrive à rediriger son rayon laser et se raser comme ça. N'essayez pas chez vous. Déjà pour avoir les relations. Oui, bah oui. Sur il y avait eu des épisodes dans les années 50 qui expliquaient. Ouais, mais ça n'avait pas la même, la même fonction mythologique. Il y a des choses comme ça, et surtout, finalement, on en revient encore à cet enfant qui a regardé la série des années 50, Adventure de Superman, où on était vraiment dans les pouvoirs minimisés, faute de moyens, et là, clairement, Byrne revient là-dessus. Il revient aussi un petit peu sur quelques éléments hérités des films de Superman des années 70, c'est-à-dire que de ce coup, la forteresse de solitude, qui est la base secrète de Superman, située sur l'un des pôles, et elle est clairement inspirée des films. Et donc il s'agit de déconstruire Superman, et puis aussi, là aussi, de donner quelque chose d'un peu plus social. C'est-à-dire que avant, Lois Lane, c'était une potiche. Une pain bêche. C'est quand même la nana qui, alors que Superman se démène pour sauver le monde, l'autre, elle essaie de le démasquer pour pouvoir faire une manchette de journal. Au mieux, c'est ça, Lois Lane dans les années précédentes. La plupart du temps, c'est carrément une incapable qui se fait kidnapper, qui est menacée, et que Superman est obligé de sauver. Là, quand même, on a une des premières scènes qui montre la Lois Lane de Byrne, et où vous pouvez voir qu'ils ont rencard avec Clark Kent, donc l'alter ego de Superman, et que pendant qu'il est en train de se préparer, elle fait des haltères, qui montrent un peu le côté un peu plus rentre-dedans du personnage. Il y a des choses aussi qui vont être faites autour de Lex Luthor. Aussi, il y en a un avant et un après. Lex Luthor, c'est un personnage qui, dans les anciens numéros, en voulait mortellement à Superman parce qu'il avait perdu ses cheveux à cause de lui. Ce
qui est bien entendu une raison pour se lancer dans une carrière d'école internationale. Vous voyez, encore quelques années, je suis bon. Voilà, quelques semaines peut-être même. Ne venez pas si je fais une conférence l'an prochain, ça sera un piège. Mais voilà, le truc, le motif est risible, bien entendu, ça ne supporte pas le passage des années. Et là, on va arriver à autre chose. C'est-à-dire que Byrne va définir que, en fait, Lex Luthor était pas simplement un génie du mal, mais l'homme le plus riche de Métropolis. C'était le type à qui tout souriait, qui pensait même épouser Lois Lane avant qu'arrive Superman. Et du jour où Superman arrive à Metropolis, et ben, Lex Luthor devient numéro 2, il le supporte très mal, et il y a un mécanisme de jalousie qui est beaucoup plus compréhensible. Alors, bien sûr, le résume, il est caricatural de cette manière, mais il y a des choses qui sont faites. Là aussi, on peut faire des rapprochements avec les séries télé. Byrne s'inspire beaucoup de ça, donc il y a des choses qui tirent un peu sur Dallas. Son Lex Luthor viendrait un petit peu de JR. Il y a une petite histoire qu'il a fait où, dans ses épisodes de Superman, il y a une histoire de quelques pages consacrée entièrement à Lex Luthor, où c'est Lex Luthor qui rentre dans un fast-food, qui voit une serveuse et qui lui dit: vous êtes magnifique madame, j'ai envie de faire ma vie avec vous. Et voilà, mais faut que vous m'aimiez autant que je vous aime, donc si vous voulez, on part maintenant, on fait notre vie, je vous attends dans la voiture. Et en fait, le truc, c'est qu'au moment où elle décide de tout laisser tomber et de suivre, en fait, la voiture démarre avant qu'elle ait pu monter. Donc c'est JR à la puissance. Voilà. Et ce Superman-là est beaucoup plus crédible. Finalement, dans les années 80, qui sont les années fric, il y a une résonance de faire que l'ennemi de Superman, au lieu d'être un type, un génie du mal avec des éprouvettes et une armure, c'est un type en smoking qui fait un mal corporel d'une certaine manière, qui vire des gens, qui est infect avec ses employés. Donc il y a une résonance aussi avec la société. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être en sous-texte dans ce Superman. Et bien que ça soit plus ou moins apprécié à l'époque, parce que beaucoup de lecteurs hardcore de Superman, beaucoup de passionnés vont dire: ah ouais, mais il a enlevé la moitié du super pouvoir, avant c'était plus puissant, c'était plus fun. Il y avait ce qu'on appelle chez Lector Comics le sense of wonder, le sens de l'émerveillement. Au contraire, on voulait de ce Superman qui dépassait des mondes, qui ne s'arrêtait pas aux réalités physiques. Mine de rien, sur le long terme, c'est quand même ce Superman-là qui a gagné, parce que si vous avez vu justement le dernier film Superman, en fait Man of Steel, qui est sorti il y a 2 ans, et ben toute la partie qui se passe sur Krypton, avec des Kryptoniens très aseptisés, qui refusent le sexe, des trucs comme ça vient des épisodes de Byrne. Et le fait même de faire référence à Man of Steel fait référence aux épisodes de Byrne. Donc on peut dire d'une certaine manière que le Superman contemporain, il passe par l'éprouvette de Byrne. Là aussi, il n'a pas inventé le personnage, mais il a une influence déterminante sur la perception qu'on en a aujourd'hui. Même si elle n'est pas toujours reconnue d'ailleurs. Mais là encore, le caractère de Byrne, ou peut-être pas le caractère, mais finalement, on peut parler aussi de rigueur et d'avoir envie d'être reconnu pour ce qu'il est, fait qu'il ne va pas rester très longtemps. Il vit de plus en plus mal le fait que, bien entendu, quand on fait Superman chez DC, on est obligé de partager. Il y a d'autres séries, il y a d'autres impacts, et il vit de plus en plus mal le fait d'être obligé de partager, ou qu'on lui apprenne que dans telle série, il y a eu 3 pages avec Superman et qu'on ne lui a pas demandé d'abord. Donc finalement, il va rester que 2 ans là, sur Superman. Il va un petit peu régler ses comptes. Il y a une série qui s'appelle Légende, où alors c'est Superman et plein d'autres super-héros. C'est ce qu'on appelle un crossover, c'est quand les personnages d'une firme se rencontrent. Et dans cette série Légende, il y a quelques pages où les personnages affrontent un super vilain qui est à la tête de Jim Shooter. Alors, pour ceux qui ont bien suivi, Jim Shooter, c'est son patron chez Marvel. Et c'est une double vengeance, parce que Byrne, quand il avait un petit peu été à l'encontre de Jack Kirby dans les 80, avait lui-même fini en caricature dans un comic book de Kirby qui s'appelait Destroyer Duck. Et on voit une caricature de John Byrne. Donc il y a des espèces de règlements de compte comme ça, de mise en abîme du règlement de compte précédent. Voilà. Se brouillant avec DC, qu'est-ce qu'il fait Byrne? Il
retourne chez Marvel. Alors, vous allez dire, ouais, mais il n'a pas de face. Bah, ce sont de grandes sociétés et des fois le patron se fait éjecter. Jim Shooter s'étant fait éjecter. Marvel étant sous une nouvelle direction, un type qui s'appelle Tom DeFalco, Byrne, il n'a pas forcément de raison de dire je ne vais pas travailler avec un Marvel qui est différent, qui n'a plus la même direction. Donc il retourne chez Marvel et il lance une série en particulier qui s'appelle Sensational She-Hulk, donc qui est la reprise en main de cette héroïne qu'il a popularisée dans les 4 Fantastiques. Là vous pouvez voir effectivement qu'elle est un peu moins balèze que son cousin. Et donc il va créer cette série qui est très particulière. Il aurait pu se contenter de faire une série au premier degré qui continue, qui est une continuation de ces 4 Fantastiques. She-Hulk, ça casse les codes. C'est une série comique où le personnage a conscience d'être un personnage de bande dessinée, parle au lecteur, parle à son auteur, se plaint, c'est ce qu'on appelle briser le 4e mur. Si vous imaginez une pièce, c'est comme au théâtre, il manque toujours le 4e mur parce qu'il faut que vous puissiez voir ce qui se passe dans la pièce. Et ben là, c'est comme si les personnages vous apostrophaient en ayant conscience qu'ils sont sur une scène de théâtre. Elle apostrophe donc le public, elle commente elle-même la qualité plus ou moins mémorable de ses aventures, et puis elle se plaint auprès de John Byrne parce que c'est pas la bonne garde-robe qu'elle voulait, enfin il y a des trucs comme ça. Ce qui va, pour les gens qui lisent des comics encore aujourd'hui, clairement, c'est un petit peu l'ancêtre de la série Deadpool. Il y a beaucoup de choses. Cet aspect n'est pas toujours perçu parce que Byrne dessine une jolie femme, même si elle est verte, mais Deadpool c'est un peu plus sanguinaire, mais il y a clairement une filiation comme ça. Devinez quoi, la greffe chez Marvel ne va pas durer. En particulier, il a repris deux séries Avengers à un moment, et là aussi, au bout d'1 ou 2 ans, même pas, je crois, l'éditeur prend des décisions qui ne vont pas, donc Byrne décide de partir. On est dans les années 90. Heureusement, le milieu a changé, et il y a une autre alternative qui s'ouvre, c'est de décider de faire ses propres séries, ce qu'on appelle le Creator Room chez les Américains. Donc Byrne va chez Dark Horse. À un moment où ça devient possible, il y a eu un exemple avant, c'est qu'il y a quelques mois avant, il y a eu la création de Image Comics. Et le paradoxe, c'est que Byrne s'est considérablement engueulé avec les gens d'Image Comics. Il y a une sorte de rivalité entre eux. Il y a ce petit reliquat lié à la brouille avec Kirby. Et donc, finalement, le paradoxe, c'est que ce type-là, qui 10 ans avant, 15 ans avant, disait non, il faut rester chez les grands, il faut faire son boulot, fermer sa gueule, se retrouve à faire le même choix que les autres et à créer ses propres personnages. Ses propres personnages, en l'occurrence, s'appellent les X-Men, sont une survivance d'un projet qui avait été vaguement évoqué avec Stan Lee chez Marvel quelques années plus tôt. Il s'agissait d'imaginer des X-Men du futur. Byrne a récupéré ses designs, le projet ayant avorté, a récupéré ses designs et il lance cette histoire de personnages qui sont un peu des super-héros, mais pas tant que ça. On est plus dans un registre de science-fiction. On pourrait même comparer ça à Matrix un peu. C'est des personnages qui ont été génétiquement modifiés et qui ont vécu toute leur vie dans une réalité virtuelle. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, une vague cabale de l'armée qui crée des super soldats qui, pour ne pas les avoir dans la nature, décident de leur donner une vie virtuelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans des espèces d'incubateurs. À l'âge adulte, ces gens-là se réveillent, ils étaient tellement dans un monde un peu idéal qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'est le monde réel, et il faut qu'ils apprennent à vivre là-dedans. Donc, on a quand même un peu les codes des X-Men, même peut-être des 4 Fantastiques, mais transposés, là aussi, dans ce truc qui veut aller dans le sens de crédibilité, à défaut d'être réaliste. Là-dedans, dans X-Men, Byrne va faire des choses très personnelles. Il va revenir là aussi sur des trucs un peu plus sociaux. C'est-à-dire que comme ces gens-là s'éveillent et ont conscience finalement que dans ce nouveau monde, ils sont des monstres, ils ont été génétiquement modifiés, ils ne savent même pas ce qu'ils vont devenir. La fille brune que vous voyez qui est assez âgée de sa personne, il y a un épisode où elle est enceinte, et plutôt que de courir le risque d'avoir un enfant mal formé, elle prend la décision d'avorter. Donc,
on est dans la continuation, justement. D'ailleurs, il y aura des gens qui lui feront la critique, qui diront comment vous avez fait une fausse couche dans les 4 Fantastiques, et là, carrément, maintenant, c'est l'avortement dans les X-Men. Mais c'est des choses qui, là aussi, n'étaient pas si communes à l'époque dans les comics. Et le Next Man de Byrne, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, qui a bien survécu au temps, alors qui a été édité en France, mais seulement un petit tirage à souscription, donc c'est pratiquement l'inédit. Il n'y a pas de vrai, c'est pas évident de le procurer en France. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans, y compris une page de courrier qui doit faire 3 ou 4 pages, qui est le double ou le triple de ce qui se faisait à l'époque, où Byrne répond directement à ses lecteurs, et c'est souvent des débats assez engagés, alors, vraiment dans la forme, je ne parle pas forcément des sujets, mais où Byrne n'hésite pas à défendre ses opinions, et à sauter à pieds joints sur la réputation des collecteurs. Il y a toutes les disputes là-dedans, vous pouvez imaginer, avec les gens d'Image Comics, enfin c'est plein de choses. Les gens d'Image Comics en face décideront d'intégrer John Byrne en caricature dans une série qui s'appelle Savage Dragon. Donc on retrouve John Byrne, un personnage rouquin qui s'appelle le créateur, qui crée des personnages et qui est irascible. Il faut bien reconnaître quand même que vous l'aurez compris, à force de parler de tous ces désaccords, il y a un petit côté irascible chez John Byrne. Il y a plein de choses qui vont se faire comme ça, et qui vont cristalliser peut-être aussi l'image du personnage, de l'auteur. C'est-à-dire que là, on est dans les années 90, il n'y a pas encore un Internet tel qu'on le connaît, et les lecteurs, finalement, tous ces désaccords-là, il fallait être dans des conventions, dans des festivals de comics, pour en avoir entendu parler, il fallait vraiment faire partie d'un public resserré des comics pour avoir une opinion sur la personne de Byrne. Et à travers ce courrier qui est parfois, peut-être pas houleux, mais en tout cas qui est très articulé, les gens les lecteurs de base commencent à se faire une idée d'un Byrne qui est, on va dire, qui a des avis très tranchés. Petit détour, moins chronologique, mais peut-être sur un thème. John Byrne, du coup, indépendamment de ce qu'il dit, il attire lui-même des avis très tranchés. Ce qui fait que souvent, vous tombez sur des gens qui plus ou moins ont pu apprécier Byrne, et puis qui à un moment ont pris le train en face et ont décidé que pour telle opinion, tel épisode, ils l'apprécient vraiment pas. John Byrne étant un auteur historique des 4 Fantastiques, par exemple, il a eu des commentaires très lapidaires sur les castings récents des films. Dans les deux derniers, je ne sais pas comment on peut le dire, de films des 4 Fantastiques chez la Fox, par exemple, le fait que la fille invisible soit castée et soit Jessica Alba, ça ne lui allait pas, parce que c'était une chicanos, entre guillemets. Donc prendre une fille brune pour la transformer en blonde, il trouvait ça ridicule. Il s'en est largement expliqué sur les forums. Récemment, là, dans le prochain film des 4 Fantastiques qui sort, le personnage de Johnny Storm, donc la torche humaine, qui est les 4 Fantastiques, a priori sont des WASP, des White Anglo-Saxons protestants. Là, le casting fait que Johnny Storm sera noir. Et donc là aussi, il a largement critiqué. Ce qui a donné naissance à une accusation qu'on a pu voir sur plein de forums, qui veut que Byrne soit raciste. Ce qui est une connerie monumentale. Je ne vois pas d'autres mots plus polis pour le dire, parce que, indépendamment du fait que ce type-là a dessiné pendant des années les X-Men où il y a Tornade, alors on va dire oui, mais enfin, c'est pas lui qui a créé les X-Men, peut-être qu'il a fait ce personnage à contre-cœur, mais que voilà. Byrne, il a quand même travaillé un certain nombre de personnages de sa propre production, qui sont noirs, blancs, mexicains, asiatiques, y compris dans les X-Men, où justement un des personnages très importants, c'est-à-dire que le seul personnage réel, c'est une femme noire qui aide les X-Men parce qu'elle vient du réel et elle est capable de se retrouver là-dedans. Elle est un peu leur ange gardien et d'une certaine manière le leader de l'équipe. On ne peut pas imaginer qu'un raciste aurait donné ce rôle clé à un personnage. Il y a carrément une saga des X-Men où il remonte le temps et où elle se retrouve prisonnière à l'époque de l'esclavage, et où elle est dans une plantation et elle subit le traitement des esclaves, et on ne peut pas imaginer là aussi qu'un raciste se lancerait là-dedans. Les épisodes sont explicites, donc tout
ça pour dire que les critiques, en tout cas sur ce point-là, ne tiennent même pas l'espace d'une seconde dès lors qu'on a lu les épisodes concernés. John Byrne, c'est un auteur complet, je vous le disais, si ce n'est qu'il n'est pas coloriste, et c'est aussi un romancier. Dans les années, fin des années 80, ça commençait à se faire à l'époque, Claremont aussi, alors je ne sais plus très bien lequel des deux a commencé, et je me demande s'il n'y a pas une manière de dire « Ah, tu écris un livre, je vais en faire un aussi ». Claremont et Byrne, chacun de leur côté, vont s'essayer à écrire des livres, avec, dans la version originale aux États-Unis, où il y a par l'auteur des X-Men, des trucs. Et John Byrne va écrire un truc qui s'appelle The Fair Book. Alors, je ne me souviens plus s'ils avaient traduit le titre dans la version française. C'est sorti chez J'ai lu, ça doit se trouver encore, qui est une sorte de